Les défécateurs, on défèque sur les fakes. Cet épisode a été sponsorisé par... Il n'y avait personne, comme d'habitude. Et par le CNC non plus, hein. Ma chaîne elle est comme on se doit apparemment, elle sent mauvais. Ou bien, peut-être que les partenaires potentiels se disent « Attention, celui-là, il vérifie les trucs, donc on va avoir du mal à lui faire jouer le jeu. » Quoi qu'il en soit, l'intérêt c'est que au moins je fais absolument ce que je veux et que je vous recommande donc cette vidéo de Micode qui vous expliquera pourquoi, pour l'immense majorité d'entre vous, vous n'avez pas besoin en fait de NordVPN, dont on vous rebat pourtant les oreilles dès que vous lancez une vidéo sur YouTube. Donc je vous ai mis le lien, hein, là-haut et sous la vidéo, c'est cadeau. Et comme ça, la prochaine fois qu'un youtubeur avec des étoiles plein les yeux vous chantera la douce mélopée du VPN sur fond de montagne sous le ciel bleu, vous pourrez sauter tout le passage en lui disant, avec un petit sourire narquois, mais non sans avoir respiré un grand coup avant, cesse donc de dandiner, dit, et éludons cela sans laïus à l'intéressé des saints, et allons sans sursoir à l'essentiel de ce pourquoi je suis ici, Larsouille, commence incessamment ta vidéo. Et du coup, passons aux choses sérieuses. Parce que si je me trouve là, dans ces massifs escarpés, où la rocaille le dispute à la glace, et où le vent a vite fait de vous transformer en sorbet, mais sans le bâtonnet, enfin ça j'espère pour vous l'avez bien compris, c'est pas pour rigoler. Aujourd'hui, on va reprendre l'entraînement intensif en milieu hostile, parce qu'il y a eu trop de laisser-aller, et que de nouveau, ça ne file plus droit dans le monde des courbes. Depuis le début de la crise du Covid-19, on peut voir quotidiennement des gens qui prennent appui sur des graphiques ou des chiffres pour chercher à nous prouver que ça monte à cause de ceci, ou bien ça descend à cause de cela, bref, des gens qui ont une opinion sur ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire, et qui cherchent à la justifier, soi-disant à base de données factuelles. Alors, j'avais déjà fait un tuto sur les graphiques tout pétés, avec un jeu où on s'était goinfré de camembert en essayant de trouver pourquoi certains graphiques représentaient mal les données. Mais il y a quelque chose qui n'était peut-être pas assez abordé, c'est la manière dont on choisit les données qu'on va représenter. Parce que, dès cette étape, on peut être victime de beaucoup de biais. Et c'est de ça dont on va parler. Alors bien sûr, il y aura du camembert. Ah ouais, d'accord. Super. Mais il n'y aura pas de camembert aujourd'hui. Du coup, on va compter les points autrement. Ce sera des points de survie, voilà. Alors pour commencer, observons une séquence sur LCI. LCI, c'est une chaîne info, mais qui ne se contente pas du news, le plus chaud, le plus brûlant. C'est une chaîne qui trouve d'abord sa valeur ajoutée dans le décryptage et l'explication et le débat d'idées. Donc ce Bonjour, monsieur, je suis David Pujadas. voilà, donc journaliste et animateur de l'émission 24 heures Pujadas, le soir sur LCI. Entre 18h et 20h, c'est la pédagogie. On explique, on essaye de comprendre l'actualité avec des intervenants de premier plan. Très bien, alors justement, le mardi 2 février 2021, l'intervenante de premier plan invitée, c'est Catherine Hill, épidémiologiste et biostatisticienne. Et ce soir-là, l'actualité que toute l'équipe de 24 heures Pujadas nous explique comment comprendre, c'est la tendance dans l'évolution de l'épidémie de Covid-19. Donc c'est un phénomène mondial que l'on observe, le virus recule un peu partout. Bon, alors déjà, super nouvelle. Mais comment vont-ils nous la décrypter? Baptiste Morin, un chroniqueur, journaliste, commence par nous montrer une courbe du nombre de nouveaux cas par jour dans le monde, avec deux valeurs mises en évidence, un pic haut le 7 janvier, et puis le dernier chiffre, donc celui de la veille, au 1er février. Et en vert, un pourcentage de baisse spectaculaire, 30%. Ok, et après, il détaille ça pays par pays avec les mêmes indicateurs. Alors, États-Unis, là c'est le Mexique, mais arrêtons l'image par exemple sur ce graphique-là pour le regarder de plus près. Bon, là c'est surtout pour s'échauffer le sens de l'observation. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui vous choque? Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Oui, ben c'est rapide, alors vous pouvez mettre sur pause hein, si vous avez besoin, mais si vous en êtes là, il va falloir vous décoller les doigts du schneck. C'est le pain au raisin, en Lorraine. Parce que vous n'allez jamais tenir tout le parcours, là. Alors ce graphique, déjà, point positif, au moins la source est précisée, ce qui peut permettre d'aller vérifier les chiffres et leur provenance. Ça, c'est bien. Hein, vous avez pensé à regarder ça, quand même. Non, parce que ça, c'est la base, hein. Ouais, on va se faire un rappel, avant de vraiment se lancer. Je préfère. Donc pour commencer, on recherche la source des données. On remonte à la source. On fait comme le saumon, on remonte. Et même si c'est difficile, hein, je sais, c'est pas évident, mais c'est un stage de survie en milieu hostile. La source, elle ne vous sera pas toujours donnée. Hein. Alors on s'y plonge, on devient le saumon. Et même, s'il faut, on sera un saumon glacé avec les pieds mouillés, tant pis. Hein, faut qu'on trouve la source pour savoir si les données utilisées sont fiables. Sinon, le graphique, ce sera de la merde.
Deuxième point, les données utilisées. Là, il faut vérifier si l'auteur du graphique ne s'est pas livré à ce qu'on appelle du cherry picking, c'est-à-dire une cueillette de cerises trop sélective en ne prenant dans son panier que les données qui l'arrangent. Bon, évidemment, c'est pas la saison des cerises, donc j'ai pris des tomates cerises. Enfin, je vais pas commencer à faire la fine bouche, hein, c'est pour l'exemple. Donc, est-ce qu'on a bien tout pris dans notre panier? Et c'est pour ça que c'est utile d'avoir la source. Si on a besoin de vérifier, on peut. Parce que si toutes les données ne sont pas là, on n'aura pas une représentation fidèle de la réalité. Par erreur ou parce qu'on aura voulu manipuler en occultant certaines données. Et que la main occulte, c'est du sale, hein, vous le savez. Tu montres uniquement une partie des données? Ton graphique me ment, je suis fort chiffonné. Troisième point, si on veut vraiment aller dans le détail, c'est la vérification des données. Est-ce que ce sont bien celles de la source qui ont été reprises, ou est-ce qu'elles ont été déformées au passage? Ça, par exemple, c'est pas une tomate cerise, c'est un falafel. Une donnée a été remplacée par une autre qui est fausse. Soit par erreur, soit par intention, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que du coup, ma salade mozza tomate basilic aura le goût du pois chiche et ce sera bien naze. Quatrième question, évidemment, est-ce que la représentation utilisée est pertinente? Est-ce que j'utilise les bons indicateurs? Allez, on garde le rythme, hein. Trottinez aussi chez vous, restez pas statique. Donc, est-ce que ça a du sens? Par exemple, ici, je prends un graphique en secteur, en camembert, quoi, et je vous demande de classer les valeurs de la plus grande à la plus petite. Hein, vous allez être bien embêté pour me répondre. Alors que si je le représente en histogramme, en bâton, et ben là, c'est immédiat. Parce qu'on a beaucoup plus de facilité à repérer les longueurs que les surfaces. Donc voilà, il faut se demander si ce qu'on nous montre est bien pertinent. Par exemple là, le fait de courir pour vous montrer ça, ça n'a aucun sens. Ça fait dynamique, ça change des vidéos pépères des youtubeurs à l'ancienne, mais moi ça me fatigue. Vous aussi parce que je vous présente des graphiques qui bougent, et en plus je suis essoufflé, c'est n'importe quoi. Surtout si vous vous êtes mis à trottiner chez vous. Donc vous pouvez continuer si ça vous chante, moi j'arrête. Et puis enfin, la dernière question à se poser, c'est est-ce que la représentation est juste? Mais ça, on l'avait déjà abordé dans le tuto sur les graphiques moisis. Donc, sur le graphique de LCI, la source est précisée, ça va. Par contre, quelles données a-t-on choisi de nous mettre en évidence? Regardez les deux dates dont on nous précise les valeurs. Le pic très haut et l'autre valeur, celle de la veille, qui est très basse. Ça nous montre une très forte différence, en effet, mais qui est trompeuse. Parce que le plus gros de cette différence, il n'est pas dû à la baisse du nombre de cas, puisque vous voyez que la dernière valeur, elle est prise dans un creux comme il y en a régulièrement. Parce que la courbe fait des créneaux, un peu comme sur un château fort, hein, plateau, creux. Et bien sûr, comme ce sont des données journalières, ces creux, en fait, ils correspondent au week-end. Et le virus, le week-end, c'est pas qu'il fait de la grasse mat et qu'il arrête de contaminer, hein, non, c'est juste que le samedi-dimanche, on fait moins de tests. Et donc, dans la consolidation des données au lendemain des week-ends, on a des valeurs plus faibles, comme là pour le lundi 1er février qui est dans une sortie de week-end. Donc, même si ça tombe que c'était la veille de l'émission, c'est trompeur d'afficher cette valeur-là, parce qu'elle n'est pas du tout représentative de la baisse du nombre de cas. Elle traduit surtout l'effet du week-end. Et de la même manière, afficher la valeur record, c'est pas représentatif non plus, puisque justement, c'est une valeur extrême. Et pourtant, c'est ça qu'on a choisi de nous écrire. Alors ça donne un écart impressionnant, hein, 22 000, 5 000 tout de suite, voilà. Alors ça va dans le sens de ce qu'on veut nous raconter, que ça baisse, mais ça donne une idée complètement exagérée de la situation, parce que ça, ce ne sont pas des indicateurs pertinents. Si vous l'aviez relevé, vous gagnez un point de survie. Et quant au moins 36%, là aussi, si vous avez eu le temps de relever qu'il ne correspond à rien, eh bien vous gagnez un second point. Parce que bien sûr, si vous enlevez 36% à 22 339, ça fait 14 297. Donc pas du tout 5 448. Donc ces 36% de quoi, en fait? Eh bien, en regardant le graphique, c'est impossible de le dire, c'est inexplicable. Alors, évidemment, ça fait un gros chiffre à afficher en vert, c'est sûr, mais quand on ne vous précise pas d'où ça vient, ça craint, exactement. Du coup, évidemment, vous pensez bien que sur le plateau, la biostatisticienne, qui connaît un peu les stats, ça a vite fait réagir. Donc au troisième graphique, sur le Portugal, ça a commencé à clasher. Le pic a été passé à la toute fin du mois de janvier avec le pic à 16 Un peu tôt peut-être encore pour trancher, mais enfin. C'est ridicule. Oui, non, un peu tôt pour trancher. Il y a des variabilités à l'intérieur il y a des de variabilités. chaque semaine. Oublions le Portugal. On met de côté le Portugal. Alors David Pujadas, qui est trop occupé à essayer de nous expliquer l'actualité, lui il n'a rien compris. Il pense que le souci c'est le cas du Portugal. Non, toutes les courbes qu'ils ont utilisées là posent le même problème. Elles représentent toutes des variations jour par jour et dont on fait une analyse peu pertinente en allant afficher des valeurs dans les pics et les creux. On parle les lundis avec les lundis, les mardis avec les mardis. Il y a donc pas de biais. Non mais ne vous fiez pas forcément qu'à ça. En tout cas, la tendance, elle est bien à la baisse sur les toutes dernières données au Portugal et elle reste à confirmer. Prenons l'Espagne. En effet, c'est pas très sérieux parce que si je vous écris des valeurs, mais qu'en fait, ne vous y fiez pas forcément parce que moi, je vous le dis, la tendance est à la baisse, t'inquiète.
On en est juste à devoir croire le journaliste sur parole. Et on se demande bien l'intérêt d'avoir fait des visuels et de nous les mettre en plein écran si finalement il faut pas s'y fier. Prenons l'Espagne. Quant à la fameuse pédagogie de 18h à 20h qui nous avait été promise, bon là il est 18h02 et visiblement le gars il y a déjà définitivement renoncé. Il continue d'afficher des gros pourcentages en vert sans jamais expliquer comment il les obtient, mais il a un truc à dérouler, il a plein d'exemples à donner, donc il enchaîne. Et ça baisse depuis un moment en Italie, léger rebond, c'était à la fin du mois de décembre. Depuis, la baisse, elle est continue, elle est de l'ordre de 10%. Alors, entendons-nous bien, je ne remets pas en cause le fait qu'il y ait eu une baisse sur janvier dans ces pays. Et moi, je suis comme vous, enfin, je suppose, je suis ravi si ça baisse. Mais comme d'habitude, moi, j'ai besoin de pouvoir vérifier au maximum ce qu'on me dit, surtout quand ça correspond à ce que j'ai envie d'entendre, et dont on n'a pas l'air de trop savoir m'expliquer d'où ça vient. Et le Colisée aussi à Rome, qui a rouvert. Allemagne, la courbe, il faut qu'on voit les courbes. Ah, en Allemagne, pareil, ça baisse avec... Là aussi, des valeurs assez hautes. Le gars, il lui répond « Ah, mais il enchaîne quand même. » Non, non, David, t'inquiète, j'ai calculé, machin, tout ça, ça baisse. Donc, pas de courbe non plus, hein. On n'a pas le temps, là, de « Faut foncer parce que... je sais pas. » Alors, un peu plus loin, évidemment, à faire ce genre de démonstration peu rigoureuse devant une statisticienne, eh ben, ça finit par péter. On va trouver la courbe de l'Allemagne et de l'Italie, mais vous allez voir que c'est pas une question de 2 ou 3 jours. En Allemagne et en Italie, ça fait 8 à 10 jours que ça baisse. Mais tout le monde fait la moyenne sur 7 jours. Donc, il ne faut pas montrer ces trucs où on voit un pic et machin, et ensuite on compare le pic et le creux à l'intérieur d'une semaine. C'est pas sérieux comme façon de faire. La Grande-Bretagne, il faut montrer. Et vous voyez, alors qu'elle essaye de lui faire comprendre où se situe le souci de méthode sur leur projection, lui, il élude le problème et il cherche à rebondir sur un autre exemple pour prouver qu'il a raison. Mais se vanter d'avoir raison pour de mauvaises raisons, c'est planter la déraison sur sa ligne d'horizon. Attendez, les pays où ont été détectés les variants, et là vous allez être surprise aussi. Oui, parce que là aussi, c'est parfois étonnant, mais ça n'augmente pas non plus. Et la tendance est même à la baisse. Alors, on va reprendre nos nouveaux cas par jour, n'en déplaise à Catherine Hill. Regardez, au Brésil, le pic a été atteint le 7 janvier. Alors, David, moi je m'inquiète un peu, parce que la pédagogie qui nous avait été promise, au final, c'est surtout votre invité qui a essayé de la faire, sans grand succès, en tout cas, auprès de votre équipe. Donc, on va passer à une méthode qui va vous impliquer davantage dans ces pics et ces creux. Eh bien, vous allez venir faire un... je n'aime pas la déflation. Non mais là, c'est moi qui parle. Là, c'est ma vidéo, vous êtes l'invité. Et vous tracassez pas. Ici, on n'a pas besoin d'aller vite, tout ça pour enchaîner des visuels avec des chiffres auxquels, en fait, finalement, il faut pas s'y fier. Non, ici, on n'a pas besoin de dessiner des courbes pour faire des courbes, parce qu'on a directement les montagnes. Et vous allez les voir de près. Donc, tombez la cravate et mettez un t-shirt. Ça va être notre première épreuve dans ce stage de survie, l'exploration des creux de week-end. Entre ces deux reliefs qui forment des plateaux, nous sommes donc un peu comme sur cette courbe du Brésil en janvier, il y a un grand creux et de l'autre côté, ça remonte. Et David, qui est au fond... Écoutez David, c'est une mise en image, ne commencez pas à vous énerver. Non, je suis très calme, je dis juste... Non mais là, il n'y a rien à dire, il n'y a qu'à grimper. Allez. Alors, l'intérêt pour David d'éprouver physiquement à quel point ce creux est profond, alors que moi je reste sur cette passerelle de la moyenne, c'est de se rendre compte que certains points comme celui dont il essaye de remonter ne sont que des oscillations accidentelles, qui ne sont pas représentatives de la tendance, et qu'il est donc non significatif et même trompeur de s'attarder précisément sur ces valeurs-là. Alors, comment ça se passe? Disons-le clairement, ça n'est pas facile. D'accord, mais ça vous fait réfléchir un peu? Il y a du trouble, on va pas le cacher. C'est bien, c'est ce qu'il faut. Vous voyez que parfois, il faut savoir se mettre en abîme, si on peut dire, pour arriver à voir ce qui cloche dans ce qu'on fait. Surtout pour les équipes qui m'entourent, parce que c'est pas simple, forcément, il y a toujours des réglages à faire. Ah oui, vous voulez parler de Baptiste, le chroniqueur? Mais justement, pour lui, j'ai prévu une autre épreuve. Cette fois-ci, c'est plus sur les pics. Baptiste? Baptiste? Ouais, mais j'aurais dû me méfier parce qu'il m'a répondu « Ah ». Du coup, je pense que là, il est parti direct en Allemagne ou en Afrique du Sud. Afrique du Sud, vous êtes obligé de convenir qu'évidemment, en Afrique du Sud, ça baisse. Bon, il est tard, David a souffert, mais il a été jusqu'au bout. Et il n'y a jamais eu de plainte. Mais on en est certain, David. Du coup, désormais, vous n'allez plus chercher à éviter le sujet quand vos invités remettront en question votre méthode d'analyse. Non, il n'est pas question d'éviter ce sujet et les questions qui viennent à l'esprit. Formidable, bravo à vous et allez vite vous mettre au chaud.
Là, je vois, moi, je me demande si c'est pas du fake. Il faut montrer les moyennes glissantes sur 7 jours. C'est ce que font tous les professionnels. Donc, c'est pas sérieux comme façon de présenter les données. Les moyennes glissantes baissent aussi, les montrer, c'est ça qu'il faut montrer. C'est ça que je calcule. On les montrera, mais elles baissent aussi. Les moyennes glissantes, ce sont des moyennes calculées sur une période qu'on fait bouger. Par exemple, les 7 derniers jours, à partir de la date courante, ou le dernier mois. Alors, quand on prend une moyenne sur 7 jours, on obtient une valeur qui englobe semaine et week-end. Donc c'est plus fiable que de se référer juste à une valeur d'une journée en particulier. Et on peut par exemple la comparer à la valeur de la moyenne glissante des 7 jours précédents. Et là, on a une indication de tendance qui est quand même plus fiable que les comparaisons hasardeuses qu'on a vues sur LCI. Parce qu'avec les graphiques de Baptiste, où les chiffres font pacifier, dans certains cas, comme pour le Brésil, ils n'avaient finalement aucun indicateur objectif. Et ils se sont donc retrouvés à discuter de leurs impressions sur la forme de la courbe. Un peu comme s'ils étaient en train de se disputer le bout de gras. Non mais depuis le 7 janvier, on ne peut pas dire que ça augmente. On peut dire que ça baisse depuis le 7 janvier. On peut dire que c'est monté un peu plus haut le lundi de cette semaine-là. Et c'est absolument constant cette affaire-là. C'est ridicule. C'est totalement ridicule. Ça, c'est une courbe qui est à la hausse. Mais c'est une courbe qui est stable. Si vous faites de la moyenne sur les 7 jours, vous verrez que c'est stable. Ça n'a pas de sens, votre truc. C'est pas très intéressant, ce genre de discussion. C'est l'impression de l'un contre l'impression de l'autre, alors qu'ils pourraient parler de données factuelles s'ils avaient sorti ces fameuses moyennes. Et au fait, moi je cherche pas dans cette vidéo à vous convaincre que ça monte ou que ça baisse, c'est pas le sujet. De toute façon, je vais pas commencer à commenter des courbes, je fais pas des lives en direct. Donc le temps que je sorte ma vidéo et que vous tombiez dessus, la situation aura déjà évolué. En mieux ou en pire, ça j'en sais rien, je fais pas de prédiction et je fais pas de l'information. Je vous parle juste des bonnes techniques pour analyser des chiffres. Je suis ni épidémiologiste, ni voyant extra-lucide, ni lanceur d'alerte autoproclamé en quête de visibilité. Bon, suite à tout ça, l'équipe de l'émission a été questionnée sur les réseaux sociaux. Heureusement qu'il reste des gens vigilants et qui connaissent un peu la manière dont on utilise les stats pour pointer les erreurs de méthode. Donc, il y a notamment des gens qui ont essayé de savoir auprès de Baptiste Morin comment il obtenait ces fameux pourcentages, là, écrits en vert. Et le 3 février, il a indiqué qu'il prenait le jour du pic, donc ici, le 7 janvier, c'était un jeudi, et puis il reprenait un autre jeudi, 3 semaines après. Et il obtenait 30% de différence. Mais ça reste donc des comparaisons entre deux données journalières, et en plus, le danger de se référer à un pic inhabituel, c'est qu'il peut très bien s'agir d'une valeur exceptionnelle. Par exemple, un rattrapage de données qui n'avait pas été remonté les jours précédents. Donc, prendre une mesure 3 semaines plus tard sur une journée ordinaire, ça peut là aussi créer un écart qui n'est pas représentatif non plus de la réalité. Donc, pour détecter des tendances, il faut travailler sur des moyennes, sur des périodes significatives. Et quant à David Pujadas, le 4 février, il a quand même fini par reconnaître que le choix des cas quotidiens n'avait peut-être pas été le meilleur. Donc c'est un euphémisme, mais ça lui en progrès quand même. Dommage que, dans le tweet suivant, en voulant utiliser cette fois les moyennes glissantes, il ait refait des comparaisons d'un jour sur l'autre. David fait la moyenne des valeurs de la semaine précédente, mettons du 1er au 7 février, puis il refait le lendemain pour comparer une nouvelle moyenne glissante de la semaine, donc du 2 au 8 février. Et bien en fait, sur les deux séries de données qu'il compare, toutes les valeurs du 2 au 7 février restent identiques. Donc les seules différences entre ces deux calculs, ce sont les journées du 1 et du 8 qui vont les apporter. Autrement dit, ce qu'il fait là dans son tweet revient toujours à faire des comparaisons entre deux journées. C'est une mauvaise utilisation de la moyenne glissante. Il s'est repris une petite volée de bois vert en ligne. Mais je vois qu'il y a des pentes verglacées. Je suis sûr qu'il y a moyen de lui proposer un nouveau petit atelier sympa pour comprendre la notion de moyenne glissante en situation. Alors, il n'y a pas que dans les médias. Dans les discours officiels aussi, on peut repérer des choses qui clochent si on est attentif. Voilà un extrait d'un discours d'Édouard Philippe, qui était alors Premier ministre français, le 19 avril 2020, concernant les stocks de masques. La question des masques a été beaucoup discuté. Et je veux y revenir pour indiquer où nous en sommes. On sait qu'il y a eu pénurie à l'époque. Vous avez une vidéo vite fait sur le sujet, si ça vous intéresse. À l'époque, il n'y en avait pas pour la population, mais ça a concerné aussi les soignants. Et là donc, mi-avril, le gouvernement essayait de montrer qu'il était au taquet pour s'approvisionner et couvrir les besoins. C'est l'époque où, région par région, sur les tarmacs d'aéroports, on guettait l'arrivée des masques de Chine. Donc voici le graphique qui a été présenté lors de cette conférence du 19 avril 2020. Essayez de trouver la petite embrouille. Alors bien sûr, première chose qu'on doit chercher à chaque fois, la source. Là, il n'y a pas de source de préciser.
Donc, a priori, on ne peut pas aller vérifier les infos. Alors sur certains graphiques de cette conférence, quand la source était externe, elle était précisée. Donc là, on peut dire que sur celui-là, implicitement, la source, c'est le ministère de la Santé. Donc ça reste une source officielle, même si ça ne nous donne pas plus d'éléments pour aller la vérifier. En tout cas, pour ceux qui ont eu le réflexe de la rechercher, ça mérite au moins un demi-point de survie. Mais il y avait surtout autre chose à voir sur le graphique. Et celui qui va vous l'expliquer, c'est notre spécialiste de l'épisode précédent, Dédé la Grafouille, le graphiste qui t'embrouille. Ouais, là c'est la petite bidouille classique pour s'arranger un peu. Regardez les périodes sous chaque bâton. On s'en aperçoit pas si on regarde pas en détail, mais en fait du 14 au 19 avril inclus, ça fait 6 jours. Alors que les deux autres périodes sont pas identiques, c'est 7 jours et 8 jours. Donc la logique, sur 21 jours, ça aurait quand même été de faire 3 fois 7 jours, pour présenter les valeurs des 3 semaines successives. Mais pour ça, il aurait fallu faire passer le 13 avril du 2e au 3e bâton. Et qu'est-ce qui s'est passé ce 13 avril pour qu'on ait préféré le compter sur la deuxième période? En cherchant un peu dans la presse régionale, on s'aperçoit qu'il y a eu pas mal de livraisons de masques qui sont arrivés ce jour-là, importés de Chine. Il y en a eu 11 millions à Nantes, il y en a eu à Nice, il y en a eu encore 500 000 en Corse. Et donc ça veut dire que tout ce qui est arrivé ce jour-là, en fait c'est pas sur la seconde semaine que c'est arrivé, c'est sur la 3e. Alors combien? 11 millions 5 ou plus? On sait pas, puisqu'on n'a pas de source. Faut chercher soi-même dans la presse, alors c'est sûr c'est pas évident, et au final on saura même pas si on avait vraiment atteint le seuil du besoin minimum ou pas. Mais en tout cas, en faisant pas un vrai graphique par semaine, on donne moins l'impression qu'on s'y est pris trop tard, et qu'en fait il y a qu'à partir de la dernière semaine qu'on a commencé à être bien par rapport au stock pour les soignants. Alors c'est sûr, il y a écrit hebdomadaire, mais c'est pour les besoins hebdomadaires. Sur les valeurs de stock, personne vous a écrit c'est par semaine. C'est un petit arrangement, quoi. Mais c'est pas vraiment un mensonge, hein, puisque vous avez les dates sous les yeux. On vous le dit, en fait. Il suffit de regarder. Voilà, merci Dédé. Et donc, si vous avez relevé ça, vous avez un point de survie supplémentaire. Et du coup, pour bien montrer à Édouard Philippe qu'on ne joue pas impunément comme ça avec l'attaque des bâtons, et puisqu'il a du temps libre, hein, maintenant qu'il n'est plus Premier ministre, je l'ai invité en forêt à pratiquer un peu la découpe de rondins. Hein, c'est des gros bâtons, finalement. Et à la hache, évidemment, sinon c'est trop facile. Et puis, c'est faire preuve du même genre de subtilité que celle utilisée sur son graphique. Alors écoutez, je rajoute une séquence là sur cette vidéo, parce que je vois qu'il s'est tellement pris au jeu qu'il est carrément monté dans les arbres de lui-même pour les découper. Vigilance. Bravo. Oh ouais. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le retour de bâton. Évidemment, il n'y a pas que les médias et le gouvernement. Tous les jours, sur les réseaux sociaux, nous sommes confrontés aussi à des graphiques moisis, lancés cette fois par des lanceurs d'alerte divers et variés. Donc moi, je vous l'ai dit, et je vous le redis, je ne cherche pas à faire de politique ou d'opinion, c'est pour ça que je prends des exemples variés et que je ne cherche pas à discuter du fond, hein, que ce soit les masques ou le nombre de cas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que chaque citoyen chope les réflexes pour détecter les indices de fake dans les infos qu'on lui balance, et ce, d'où qu'elles viennent. On trouve des exemples partout, donc il faut maintenant qu'on prenne l'habitude de vérifier ce qu'on nous dit régulièrement. Alors voilà, fin décembre 2020, un tweet basé sur les données de l'INSEE compare le chiffre des décès de 2020 avec celui de 2019, et il est moins élevé. Il y aurait donc gros foutage de gueule, je vous laisse chercher si quelque chose cloche. Alors, c'est rapide, mais là, à ce stade, vous êtes censé avoir l'œil affûté maintenant. Vous devez repérer tout de suite ce qui peut clocher. Et là, ce qui est sûr, c'est qu'il y a bien eu foutage de gueule, mais surtout de la gueule de celui qui va y croire sans le vérifier. Ce tweet date du 30 décembre 2020. Où est-ce que vous avez vu que l'INSEE publie les données du 30 décembre de l'année au 30 décembre? Surtout concernant les décès qui prennent déjà plusieurs jours à remonter. Bon, rien que quand on lit ça, on doit déjà avoir le réflexe, il y a quelque chose de pas normal là. La journée n'est même pas terminée. Attends, moi je l'ai vu passer ce tweet. Ah mais te voilà toi. J'ai pas trouvé de problème. Et il est passé où mon camembert? Ton camembert? Qu'est-ce que tu veux dire? Bon, tu sais très bien ce que je veux dire. Mais ça tombe bien que tu me parles de ce tweet, parce que du coup, c'est toi qui vas faire l'atelier de mise en pratique. Donc, pour toi, il n'y a pas de problème. Au 30 décembre, les données de l'INSEE ont bien été alimentées pour toute l'année 2020. Bon, j'estime que le 30 décembre, l'année, elle est terminée. Hein. C'est pas pour un jour que ça va changer. Pour toi, il n'y aurait que le 31 décembre qui manque. Et la journée du 30 qui est même pas finie? Ouais, tu peux rajouter le 30 décembre si tu veux. C'est pas pour un jour de plus, sur 365 jours, et même 366. C'était bisextril. Très bien. Donc, pour bien prendre conscience du nombre de jours qui manquent, tu ne vas pas t'alimenter pendant le même nombre de jours qui n'étaient pas alimentés dans les données de l'INSEE sur les décès de 2020 au 30 décembre. Ça marche? Autrement dit, il faut que je mange pas pendant 2 jours. Non, je te dis pas 2 jours, je te dis le même nombre de jours qui manquaient au 30 décembre dans les données de 2020. Oui, je peux faire ça, hein. Si ça peut te permettre de reconnaître que tu fais des histoires pour pas grand-chose. Très bien. Alors, tu te doutes bien que, sitôt ce tweet sorti, j'ai été regardé sur le site de l'INSEE.
Réflexe de vérification normal. Eh bien, au 30 décembre, les données de l'année 2020 ne portaient encore que du 1er janvier au 7 décembre. J'ai la copie d'écran. Autrement dit, tu vas devoir... Attends. Tu t'es engagé à ne plus t'alimenter pendant 31-7, soit 24 jours. Mais ça va, t'as les réserves, tu viens de boulotter un camembert. Oh, mais tisane de tisane! Qu'est-ce que c'est, cette escroquerie? C'est normal, les données sont jamais consolidées du jour au lendemain. Mais ça n'empêche pas certains de chercher à faire des comparatifs, même quand tous les chiffres sont pas encore comptabilisés. Là, en février, il y a eu encore l'exemple avec une soi-disant comparaison du nombre de décès de janvier 2021 avec ceux de 2020. Alors, le graphique circule, ceux qui le reçoivent s'indignent, ils le retweetent sans prendre le temps de vérifier. Même s'il y a des liens qui sont donnés vers des sources, genre vous pouvez aller vérifier ce que je vous dis. Mais il faut croire que tous ceux qui ont retweeté n'ont pas été vérifiés. D'autant que c'était le 10 février, donc tout le monde n'a pas forcément conscience qu'à cette date-là, les données peuvent encore être incomplètes. Mais quand on avait vérifié, donc là c'est une réponse qui a été faite le 12 au matin, sur le site de l'INSEE, il n'y avait encore que les chiffres du 1er au 25 janvier. Il manquait la dernière semaine, et toutes les données des jours précédents n'étaient pas encore complètes non plus. Et maintenant, quand on regarde sur tout le mois, une fois que l'INSEE a complété les données, là on s'aperçoit qu'il y a bien une surmortalité en janvier 2021 par rapport à 2020. C'est une erreur classique. Mais allez, tiens, je suis bon prince, je vais te laisser le crottin que tu m'avais mis à la place. Hein? Mais rationne-le bien par contre, parce qu'il faut qu'il te fasse 3 semaines et demie. Il va pas falloir se goinfrer là. Concupiscent. Ouais, mais dis donc. Non, en un seul mot. Ah bon, je préfère. Vous empochez un point de survie si vous aviez flairé le problème. Allez, maintenant vous êtes chaud, vous avez l'esprit critique en éveil, donc pour la dernière épreuve, on va s'enchaîner les graphiques en mode sprint. Donc je vous lance des séquences telles qu'elles sont passées en télé, et vous devez repérer immédiatement ce qui cloche. Donc là on se place en situation réelle, parce que quand une info passe en direct, vous n'avez pas le temps de faire une pause. Et c'est là qu'il faut avoir l'œil affûté pour repérer rapidement les éléments qui peuvent clocher. Allez, c'est parti. On commence par une séquence de décembre 2019, donc à l'époque il y avait une grève longue pour protester contre la réforme des retraites. On parlera d'un sondage qu'on a beaucoup commenté tout à l'heure dans un instant, mais d'abord, ce nouveau sondage du Journal du Dimanche à paraître demain. Regardez, on va le commenter parce que peut-être qu'une chatte ne retrouverait pas ses chatons. Soutien à la grève, 31%. Opposé à la grève, 19%. Hostile à la grève, 15%. Il y a donc une forme de graduation entre l'opposition et l'hostilité. Avez-vous trouvé quelque chose d'anormal ? Bon, c'était facile, il suffisait de faire la somme des pourcentages et on s'apercevait qu'on n'obtenait pas 100%. Donc, un point de survie si vous l'aviez trouvé. Par contre, ce qui est plus étonnant, c'est ce qu'en disait le présentateur, parce qu'il en avait parlé dans la suite de la séquence que je ne vous ai pas montrée, mais la voici. Si vous calculez bien, si vous êtes bon en maths, ça ne fait que 65%, ça veut dire qu'il y a disons un marais de 35% qui ne commentent pas vraiment. On le voit, là, il n'y a plus quelque chose de très net autour de cette grève. Donc, il nous expliquait que c'était pas net, mais on avait 31% en faveur de la grève, 15 plus 19, donc ça faisait 34% en défaveur de la grève, qui était donc majoritaire, et donc en gros, 35% de personnes qui ne s'étaient sans doute pas exprimées, enfin sans opinion, quoi. Mais ce qui est étrange quand on regarde ça, c'est d'avoir deux réponses possibles pour ceux qui sont en défaveur de la grève, avec une gradation, ceux qui sont opposés et ceux qui sont hostiles, et par contre, seulement une réponse possible pour ceux qui sont en faveur. Donc, soit le sondage est mal fichu, soit l'émission, ici, nous le restitue mal, en oubliant des réponses. Et là, un demi-point de survie supplémentaire si vous aviez pensé à ça. Alors, comme la source était indiquée, on pouvait aller vérifier, c'est ce que certains ont fait à l'époque, et on se rendait compte qu'en fait, il y avait bien deux réponses possibles pour ceux qui étaient en faveur de la grève. 31% qui apportaient leur soutien, et 20% qui étaient sympathisants. Mais ces 20%-là avaient été oubliés par l'émission qui présentait les résultats. Dommage, parce que du coup, en réalité, le total était à 31 plus 20, 51% en faveur de la grève. Ce qui était donc l'inverse de la tendance donnée à l'antenne. Alors après, erreur, incompétence, manipulation, ça je cherche pas à l'expliquer. Le fait est en tout cas qu'il y a erreur, on peut le prouver, et que des chiffres faux ont été donnés à l'antenne. Allez, toujours concernant cette réforme des retraites, 2 semaines plus tard, là c'était dans l'émission Les Grandes Gueules, on montrait les résultats d'un sondage, et cette fois sur le principe de la réforme envisagée. Avec donc la mise en place d'un âge pivot à 64 ans, avec système de bonus-malus. Voici la séquence. Est-ce que, en fait, c'est la semaine du dénouement,
Est-ce qu'on peut être optimiste? Est-ce que les grandes gueules sont optimistes? Est-ce qu'on va enfin sortir de la crise cette semaine? Puis on sait aussi que l'âge pivot, c'est ce qui pose problème aux syndicats qui sont prêts à être d'accord avec la réforme. Et ça, exactement. Puis on a surtout vu cette vidéo qui est ressortie il y a quelques jours sur les réseaux sociaux d'Emmanuel Macron lors des épisodes du Grand Débat, expliquant le catastrophe que serait une réforme du système de retraite. Donc ce point de survie-là, il est donné, franchement. Sur ce graphique, il n'y a rien qui va. Donc, le total fait pas 100%, donc il doit manquer un secteur quelque part. Et puis la portion des opposés qui est censée être à 29%, donc même pas un tiers, là, elle représente les 2 tiers du graphique. Un point de survie si vous l'aviez trouvé. Et sur le plateau de l'émission, pendant que le graphique passe, ça continue à parler, personne ne relève le problème. Bon, alors, en allant vérifier dans le sondage d'origine, on pouvait constater qu'en fait, c'était la légende et les pourcentages écrits qui étaient faux, puisqu'en réalité, il y avait eu 33% de favorables et 66% de défavorables. Donc, inversion. Allez, on termine par une séquence vrai ou faux dans un JT, donc une séquence qui fait du deepfake. Alors après, est-ce que ce deepfake est bien rigoureux? À vous de le dire. Démêler le vrai du faux à propos de ce bac 2020, le taux de réussite cette année est mirobolant, 91,5%. On entend même dire que c'est sans précédent. C'est vrai ou pas? C'est vrai, c'est du jamais vu. Regardez cette courbe, le taux de réussite au bac ne cesse de progresser depuis une vingtaine d'années, mais en 2020, pour la première fois, on dépasse les 90%, 91,5%. Alors, est-ce que quelque chose vous a choqué? Je ne sais pas quel âge vous avez, ni si vous avez eu le bac, mais franchement, ceux qui ont eu le bac dans les années 90, vous êtes des cadors. Vous êtes sûrement devenus des gazards, ou vous êtes partis dans des hautes études de fou, je sais pas, mais d'après cette courbe, en 1995, on était en dessous des 10% de réussite, quand même. Donc on peut dire que soit les lycéens étaient des gros nazes avant les années 2000, soit cette courbe du vrai ou faux de TF1 est fausse. D'après le ministère de l'Éducation nationale, le taux de réussite au bac en 1995 était de 75%. Ça vous fait un point de survie, si vous l'aviez trouvé. Voilà, en tout, il y avait 8 points de survie à prendre dans cet épisode. Je vais vous donner mon avis. Si vous avez eu de 0 à 5, vous ne survivrez pas dans le monde hostile de la désinformation qui arrive. Donc là, il va falloir se bouger un peu. Alors, allez trottiner, si ça vous fait du bien. Mais surtout, il va falloir être davantage sur vos gardes. Exercez mieux votre esprit critique pour interroger davantage ce que vous recevez. Et vérifiez ce qu'on vous dit. Qui que ce soit qui vous le dise. Et quant à ceux qui ont eu 6 ou plus, là j'en vois qui pavoisent, c'est pas mal, mais faites pas trop les malins quand même, et restez à l'affût. Parce que si vous êtes un peu plus à l'aise que les autres, votre mission justement c'est d'aider ceux qui voient moins clair que vous. Donc on reste attentif aux détails, le sens critique en éveille, dès qu'on détecte le moindre indice qui nous donne le moindre doute, on va vérifier, et surtout, quand quelqu'un balance un graphique ou un chiffre qui est faux, et qu'on en a eu la preuve en remontant à la source, on peut répondre sur les réseaux sociaux en interpellant ceux qui l'ont donné. Peut-être que ça pourra les faire réagir, on a vu faire des démentis, et dans tous les cas, ce sera utile à d'autres qui le liront et qui prendront peut-être plus de recul par rapport aux données. Bref, tout en veillant bien, on reste bienveillant. Bon retour à la vraie vie, et que l'obscurantisme retourne à l'obscurité. Ciao.